11 fuseaux horaires, des lacs explosifs, et des ours là où on ne s'y attendrait jamais. Si tu trouves ton pays étrange, la Russie défie toutes les lois de la logique et de la géographie. Numéro 50. Le pays du soleil levant et couchant. La Russie est grande, vraiment très grande. Lorsque le soleil se lève à Moscou, il se couche déjà à Vladivostok. Le pays est si vaste qu'il utilise 11 fuseaux horaires, comme les États-Unis. La guerre froide ne suffisait donc pas. Désormais, ils se disputent le 49e coucher de soleil dans ce quartier animé. La Russie a 14 voisins, ce n'est pas le bloc soviétique, mais une vraie fête de quartier. Et chacun d'entre eux est un peu nerveux. Peut-on leur en vouloir ? Ce n'était pas toujours comme ça. Avant, il n'y en avait que 4. La Chine, la Mongolie, la Corée du Nord et la Norvège n'ont jamais appartenu à l'empire d'origine russe. Tous les autres ont été envahis, conquis puis sont revenus, un peu traumatisés. Le numéro 48, l'une des frontières de la Russie, se distingue, même si c'est celle avec le Kazakhstan. Sur ses 7600 km. C'est un engagement continental, dépassant une simple frontière, et plus longue que le rayon terrestre. Quelque part, un pauvre gars installe toujours des panneaux de signalisation. Numéro 47. La frontière la plus insolite de Russie, avec les États-Unis, passe entre la Grande et la Petite Diomède, séparée de seulement 4 km. Si tu traverses cet espace, félicitations, tu viens de voyager dans le temps. Les îles, séparées par la ligne de changement de date, ont 20 heures de décalage. Ce qui veut dire que la Grande Diomède vit dans le lendemain, tandis que la Petite Diomède est encore coincée dans le passé, comme la moitié de Williamsburg, mais avec moins de café artisanal. Donc si jamais tu veux fêter le nouvel an 2 fois, pas de problème, ouvre le champagne sur la Grande Diomède. Patiente quelques heures, prends un bateau et recommence. Mais les Russes n'ont en fait pas besoin de faire ça, et tu découvriras pourquoi un peu plus tard. Numéro 46. Seulement 2,5% de l'eau mondiale est de l'eau douce. 20% de cette eau douce non gelée se trouve ici, dans le lac Baïkal. C'est plus que tous les grands lacs d'Amérique du Nord réunis, comme un filtre Brita naturel. Et la Chine en veut désespérément. Les touristes affluent, affluent, tu comprends, laisse tomber. Ils utilisent son ancien nom chinois, même sur les cartes officielles de la Chine. L'intérêt des entreprises chinoises pour y installer des usines d'embouteillage et des pipelines est toujours bon signe. Les habitants deviennent nerveux parce que c'était autrefois un territoire chinois. Je ne vais même pas mentionner l'ironie de la situation. Numéro 45. La Sibérie couvre environ 75% du territoire russe, soit 51 millions de kilomètres de non-merci. Et il n'y a qu'une seule route, l'autoroute transsibérienne. 6800 miles de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, la 3e plus longue route du monde. C'est aussi un test mental. Les routes les plus désertes d'Amérique paraissent animées à côté. Comparé à ici, vous êtes la circulation. Vous pouvez conduire pendant des jours sans voir un autre être humain. Rien que des arbres à perte de vue. Parfois un ours se demande si son repas sur roue est arrivé. Pour camper ici, prenez un répulsif anti-moustiques industriel, car les insectes font plus que piquer. Ils vous enrôlent pour donner votre sang. Numéro 44, un voyage sans fin. La Russie possède 37 700 km de côte. Impressionnant, jusqu'à ce que vous réalisiez que la plupart se trouvent au-dessus du cercle polaire arctique, idéal pour les ours polaires, terrible pour le transport maritime. Alors la Russie poursuit le Saint Graal, un port en eau chaude, Sébastopol, en Crimée occupée. Bien sûr si vous tenez à vos routes. Pris en otage par la Turquie, Vladivostok est gelé la moitié de l'année. Et encerclé par le Japon, Petropavlovsk, Kamtchatski ne gèle pas. Mais bonne chance. Construire des routes sur un champ de volcans et Mourmansk sans glace. Oui, jusqu'à ce que l'Islande, le Groenland et le Royaume-Uni bloquent. La Russie russe a tout le littoral du monde et n'a nulle part où aller. Le nageur 43 Pierre le Grand a fait sortir la Russie du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'un empire moderne sans une toute nouvelle capitale étincelante ? Alors, en 1703, il a construit une ville, Saint-Pétersbourg, sur un marécage qui appartenait à la Suède. Ville, les urbanistes du monde entier ont exprimé un cri collectif dans leur plan. Ah, et il a enrôlé tous ceux qui avaient 2 mains, paysans, nobles et même quelques passants, et il les a forcés à la construire. En 1712, pendant la guerre, il y a transféré toute sa cour. Bref, pourquoi ? L'emplacement. L'emplacement ? L'emplacement, juste sur la Baltique, serait parfait sans la maladie causée par la boue et les 30 000 morts. Modernisation de la construction avec une fosse commune.
Pour la vue numéro 42, encore un autre flot d'hommes. Voici Kaliningrad. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était Königsberg. Ensuite, Staline a fait un peu de ménage. Et par ménage, j'entends qu'il a expulsé tous les Allemands et a redécoré avec des Russes. Moins de feng shui, plus de chars. C'est aujourd'hui l'extrémité ouest de la Russie. Une boutique de souvenirs armés au cœur de l'Europe, sur la Baltique, presque derrière les portails de tous. Toujours pas de port en eau chaude, seulement une forteresse et une dépression saisonnière. Et en parlant de ça, si vous aimez ces vidéos, assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner. Mon estime de moi est plus plate que les Pays-Bas numéro 41. La Russie possède plus de ressources naturelles que n'importe qui d'autre sur Terre. 75 000 milliards de dollars de ressources. Pétrole, gaz, or, terres rares. Le genre de matériaux qui font vibrer ton téléphone et ronronner ta future copine intelligence artificielle. Même de l'uranium. Pour quand cette relation devient sérieuse? Il y a juste un tout petit problème. La Russie est nulle en logistique. Toute cette richesse est enfouie sous terre, donc elle y reste coincée. Le plus grand coffre au trésor du monde sans clé. La Russie couvre plusieurs fuseaux horaires, inquiète ses voisins, et détient la moitié des ressources mondiales. Et bien d'autres faits arrivent. Numéro 40, un pays d'extrême. La Russie est devenue grande pour une raison, empêcher les invasions. Elle s'est donc étendue jusqu'aux montagnes de l'Oural, qui ressemblent plus à de hautes collines qu'aux Alpes. Elles sont quand même devenues la frontière entre deux Russies très différentes. 80% des terres se trouvent à l'est de cette ligne, mais 80% de la population vit à l'ouest. C'est comme si la Russie avait essayé de se coloniser elle-même, puis avait oublié de venir. L'Extrême-Orient est une terre riche, un Eldorado aux engelures. Pourtant, il ne représente qu'environ 5% du produit intérieur brut, c'est tellement vide. Un tiers de la population est parti depuis la chute de l'Union soviétique. À ce rythme, Mars sera peut-être développé en premier et aura un meilleur Wi-Fi. J'ai parlé de la géographie extrême de la Russie, mais la carte n'est qu'un point de départ. Attendez de voir les habitants d'une île très unique. La numéro 39, l'Islande, ne devrait même pas s'appeler Islande. C'est de la publicité mensongère. La Sibérie mérite ce nom. Seule l'Antarctique est plus froide. Les 2/3 des terres de la Sibérie sont du pergélisol, gelé en permanence toute l'année. Même l'été ne fait qu'une brève apparition avant de repartir. Mais cela change, et ça cause beaucoup de soucis. Encore plus. Au numéro 33, numéro 38, il y a un endroit en Sibérie qui se distingue, même selon ses propres critères, Oymyakon. C'est l'endroit habité en permanence le plus froid sur Terre. Le record de froid était de moins 89,9 degrés Fahrenheit. Ce n'est pas de la météo, c'est de la vengeance ici. L'hiver n'est pas une saison, mais une condamnation. Les camions doivent rouler, sinon ils gèlent. Les moteurs solides fonctionnent en continu, brûlant du carburant pour rester actifs. Si vous les arrêtez, vous obtenez une coûteuse sculpture de glace. Jusqu'au printemps, numéro 37. Même selon les normes sibériennes, l'île Kolyadjin est au milieu de nulle part. Même l'été, il fait à peine 5 degrés Celsius. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les habitants sont partis, et les stations météorologiques ont fermé en 1992. Puis, contrairement à Boucle d'Or, les ours sont venus et ont utilisé les bâtiments abandonnés comme abris. Des images de drones prises en septembre les montraient en train de se prélasser à l'intérieur, et ils ne paient même pas de loyer. Mais tous les ours de Sibérie n'ont pas cette chance, ni ce repos. Numéro 36. La hausse des températures en Sibérie rend les ours complètement confus. Ils sont censés hiberner vers Halloween, mais la météo n'a pas reçu le mémo. Alors maintenant, ils errent à moitié endormis, à moitié éveillés. Un vrai cauchemar. La Sibérie est déjà assez effrayante. Déjà. La hausse des températures rend la vie plus difficile non seulement pour les ours numéro 35 en Sibérie, mais aussi pour d'autres. Le froid est en fait le meilleur ami d'une ville. Étrange, non? Norilsk, deuxième plus grande ville au nord du cercle polaire arctique, avec 175 000 habitants, pousse à se demander pourquoi ces habitants ont fait ce choix de vie. La fonte du pergélisol fait que les bâtiments penchent, les routes se fissurent et le sol abandonne complètement son rôle. Ce n'est plus vraiment de l'urbanisme, mais du ralenti. Glissement de terrain, 34. Bienvenue à Yakoutsk. C'est la ville la plus froide du monde, pas aussi glaciale qu'Oymyakon, mais suffisamment pour regretter d'être en vie. La température moyenne en hiver est de moins 436 degrés Fahrenheit. Ces 355 000 habitants s'en sortent en fait mieux qu'à Norilsk. Le pergélisol ici atteint une profondeur de 1500 mètres,
Mais même cela peut fondre, alors les ingénieurs ont dû faire preuve d'ingéniosité. Les soviétiques ont réussi après 3 tentatives. Aujourd'hui, toute la ville est construite sur pilotis, une version gelée de Venise, mais sans les canaux pittoresques. Il gèlerait avant même que la gondole ne quitte le quai. Numéro 33, Beach Party Magnon. Verkhoyansk est situé au nord du cercle arctique, où l'air gèle généralement, avant même vos pensées. Les températures ne dépassent pas 0 avant le mois de mai. Puis, un événement rare s'est produit. Une vague de chaleur sibérienne survenant tous les 80 000 ans. Les températures étaient supérieures de 41 degrés Fahrenheit à la normale, atteignant même par moments 50 degrés Fahrenheit de plus que la moyenne. Le résultat, Verkhoyansk a atteint 100 degrés Fahrenheit dans l'Arctique. Les habitants ne savaient pas s'ils devaient paniquer ou faire un barbecue. Numéro 32, les tourbières sont l'endroit où les plantes vont mourir, et puis restent simplement là. Trop froid, trop humide, trop paresseux pour se décomposer en gros. Le tas de compost de la nature en pause, froid, humide et boudeur. Mais maintenant, la Sibérie se réchauffe. La tourbe sèche devient aussi inflammable qu'une immense boîte d'allumettes. Imaginez si elle avait la taille de la France. Une étincelle suffit et tout s'embrase comme une gazinière. La fumée se propage sur des milliers de kilomètres, et les gens à New York se plaignent d'une petite brume canadienne. Joli numéro 31. La Sibérie se réchauffe environ 2,5 fois plus vite que le reste du monde, faisant apparaître marécages, lacs et dolines là où il y avait de la terre ferme. À la sortie de Maï, les terrains de football ondulent comme si quelque chose respirait dessous. Il s'avère que pour les Sibériens, la chaleur extrême pourrait être pire que le froid. Du moins, le gel te tue sur le coup, le dégel prend son temps. Donc, on a appris que la Russie est composée de villes gelées sur pilotis, d'ours zombies et de lacs qui apparaissent de nulle part. Les meilleurs faits arrivent. Numéro 30. En 2017, des scientifiques ont découvert du méthane bouillonnant sous la Sibérie. Beaucoup. Environ 7000 bulles de gaz piégées sous la toundra. Les habitants ont marché dessus, voyant le sol bouger comme un château gonflable infernal. C'est amusant jusqu'à ce que vous vous rappeliez que le méthane est inflammable, et c'est pire encore. Ces bulles déforment le paysage, ouvrant des gouffres de la taille d'immeubles. Le méthane est 86 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Donc, oui, la Sibérie est en gros assise sur un énorme coussin péteur invisible du réchauffement climatique numéro 29. L'Empire russe s'étendait autrefois de l'Europe à l'Asie, jusqu'à l'Amérique du Nord, mais l'Alaska rapportait plus de glace que de revenus. Puis la facture de la guerre de Crimée est arrivée. La Russie, ayant besoin d'argent, a vendu l'Alaska aux États-Unis en 1867 pour 72 millions, soit environ 162 millions aujourd'hui. Ou en termes moscovites, la mise à niveau du yacht d'un oligarque. Puis vint l'or, puis le pétrole, puis l'armée américaine. Soudain, ce bloc de glace inutile ressemblait à un vrai pactole. Aujourd'hui, avec le recul et des milliards en jeu, la Russie doit sûrement regretter de ne pas avoir gardé le reçu numéro 28. La Russie a débuté comme projet impérial et moi franchement, n'a jamais vraiment cessé de l'être. 81% du pays est composé de Russes ethniques, mais il y a en tout 185 groupes qui parlent plus de 100 langues. La fédération reconnaît même 21 républiques ethniques, chacune ayant sa propre langue officielle. C'est moins un pays, plus Duolingo sous stéroïdes, moins de hiboux agaçants, plus d'ogives nucléaires. Numéro 27. L'Union soviétique adorait se vanter de sa diversité. Alors, dans les années 1920, elle a eu une idée de génie. L'oblast autonome juif. Excellent concept. Exécution terrible, parce qu'évidemment, ils l'ont installé en Sibérie. À son apogée dans les années 1940, la région était juive à 25%, puis les gens ont commencé à partir. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. En 2021, il ne restait plus que 837 habitants juifs, parce que la version soviétique d'une patrie juive était très minimaliste. Leur liste comprenait des bagels, le yiddish et l'anglure numéro 26. Il y a environ 488 millions de bouddhistes dans le monde, mais il n'y a qu'une seule région bouddhiste en Europe, la République de Kalmoukie. En Russie, moins d'illumination, plus d'attente. Comment cela s'est-il produit ? Les Kalmouks, nomades venus de Mongolie, ont migré vers l'ouest jusqu'à la région de la Volga. Long voyage. Mauvais détour, puis Staline est arrivé et comme toujours, tout a vite mal tourné.
Il les a envoyés en Sibérie, comme Staline le faisait quand il manquait de mauvaises idées. Ils ont finalement été autorisés à revenir après que Staline ait mordu la poussière. Réincarnation plus rapide numéro 25. En périphérie d'Elista, il y a un quartier entièrement construit autour des échecs. On l'a nommé la Cité des échecs originale, bâtie pour l'Olympiade d'échecs 1998. Il y a tout. Un musée des échecs, un grand échiquier extérieur, et même un musée bouddhiste pour retrouver la paix après avoir perdu contre un jeune grand maître de 12 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus une ville animée, mais une tour en ruine, une ville fantôme à thème. Les habitants l'appellent comme elle est. Échecs et maths, en planification financière, numéro 24, retour à Norilsk, la ville la plus polluée de Russie. La rivière d'Aldikon coulait autrefois rouge. Un vrai scénario de l'Ancien Testament. Et puis s'il y a ce brouillard bleu qui brûle la gorge. Certains autres gaz ont sûrement meilleur goût. Et souviens-toi, c'est au-dessus du cercle arctique, froid et sombre. Norilsk a débuté comme goulag de Staline, construit pour extraire le nickel. La propagande soviétique le présentait comme un modèle de progrès socialiste. En réalité, c'était la misère avec un service marketing numéro 23. Le 30 octobre 1961, les soviétiques ont décidé de faire exploser une bombe nucléaire dans l'Arctique, l'arme choisie, la Tsar Bomba. 50 mégatonnes de trinitrotoluène. Ce n'est pas une bombe, c'est une crise de nerfs avec un rayon d'explosion. Elle était 1600 fois plus puissante qu'Hiroshima et Nagasaki réunis. 10 fois plus que toutes les armes conventionnelles de la Seconde Guerre mondiale. Des maisons en bois ont disparu à 160 km. Des vitres ont explosé à 800 km. Le champignon atomique était haut comme 7 Everest. Le ciel a vraiment eu une mauvaise journée. Le plus amusant, c'est que ça, c'était la petite version. Elle était conçue pour 100 mégatonnes. Mais les soviétiques ont décidé, peut-être qu'on ne va pas mettre fin à la civilisation aujourd'hui. Juste lui faire un peu peur. Numéro 22, la Sarabamba, était étonnamment poli. Principalement à fusion et peu de retombées. Mais toutes les bombes nucléaires n'étaient pas aussi précautionneuses. Dans les années 1950, les autorités communistes ont choisi le lac Karachay, dans le sud de l'Oural, pour entreposer les déchets. Ce lieu pittoresque et paisible semblait parfait. Si vous êtes de la boue radioactive, c'est qu'ils ont ajouté des déchets de la centrale nucléaire de Mayak. Pourquoi gâcher un seul endroit quand on peut en gâcher deux ? Résultat, passez 1 heure ici, et ce seront vos 10 dernières minutes. Vous commencerez à briller au bout de 5, et vous regretterez d'être le numéro 21. Staline n'a pas seulement construit des goulags et des bombes nucléaires, il a aussi élaboré un plan d'évasion, la version de luxe de la paranoïa. Il appelait ça la survie. Tout le monde dit Métro 2 ou D6 si vous voulez paraître un méchant de James Bond. C'est censé être un métro secret sous Moscou. Il relie des bunkers, des tunnels et des bâtiments gouvernementaux. Une ville souterraine sans hommes des cavernes, seulement des very important persons. Si des bombes nucléaires étaient lancées, Staline ne chercherait pas à se protéger. Il prendrait juste le métro jusqu'au penthouse de l'apocalypse. Maintenant, nous savons que la Russie possède une toundra explosive, des lacs radioactifs et des métros secrets. On dirait que le pays vit un film de James Bond, sans smoking, gadget, ni fin heureuse. Prêt pour encore plus de faits russes absurdes ? Directive artistique numéro 20. L'horloge bolchevique. Staline adorait revendiquer sa place dans la révolution, le mythe, le drame. Si Instagram avait existé à l'époque, il aurait pris un selfie. Probablement hashtag prise du palais d'hiver en plein hiver. Hashtag leader glorieux, hashtag sans filtre. Mais voilà le problème. Quand les bolcheviks ont pris d'assaut le palais d'hiver, ils n'étaient pas là. Cette horloge s'est arrêtée. Elle s'est figée à 2h10 du matin. Le 26 octobre 1917, l'horodatage de la Révolution. Cette horloge est restée arrêtée pendant un siècle, 100 ans d'histoire figée. Puis un jour, le musée de l'Ermitage l'a relancée. La Révolution a eu lieu, mais elle est terminée, a déclaré le directeur. Des mots audacieux, comme défier le destin, dans un pays qui collectionne les révolutions en souvenir. Le temps a repris, ce qui est toujours risqué en Russie. Si tu trouves l'histoire étrange, attends de découvrir la culture, tu seras surpris. Numéro 15. Numéro 19, un ministre particulier. En décembre 2020, le monde avait déjà connu assez de chaos, de pandémies, de manifestations, de meurtres et de frelons. Mais la Russie a dit « Tiens-moi ma vodka !» Un chat a été retrouvé abandonné à Ulyanovsk. Alors, qu'a fait le ministère local de l'environnement ? La seule chose logique, ils l'ont nommé fonctionnaire, adjoint au ministre du bureau de l'environnement.
Sans doute moins de corruption aussi. Certains sauvent avec les chats. La Russie leur donne des postes. Numéro 18. L'ancien palais d'hiver n'a pas seulement une horloge révolutionnaire, il a aussi des chats. Environ 70, selon la légende du personnel d'origine. L'impératrice Élisabeth les a fait venir en 1745. Peut-être pour chasser les souris ou apporter un soutien émotionnel lors des coups d'État. Quoi qu'il en soit, ils sont restés à travers les révolutions, les invasions, et probablement quelques crises de niveau système d'alerte rapide. Un chat, Achille, est devenu célèbre pour ses talents de devin pendant la Coupe du Monde 2018. Il a correctement prédit les vainqueurs des 4 premiers matchs. Un oracle poilu avec du caractère. Vous pouvez aussi adopter un chat du palais en ligne, sauf Achille qui est à la retraite. Il fait sûrement du day trading et ne répond pas à vos appels. Numéro 17. Les chats travailleurs de Russie ne sont pas encore finis pour nous. Voici Maraï, résidente du musée d'histoire et d'art de Serpohov, une légende à temps partiel. En avril 2016, l'Instagram du musée a annoncé que Maraï avait postulé, avec pattes, empreintes et signatures. C'était une blague du 1er avril, sauf que personne n'a compris la blague. Les habitants ont exigé que le musée l'embauche vraiment, alors ils l'ont fait. Maraï est devenu portier officiel, travaillant de 9h à 17h, accueillant et jugeant silencieusement les visiteurs. Son salaire, du caviar qui, soyons honnêtes, vaut plus que le rouble et est 2 fois plus stable. Numéro 16. L'horloge du palais d'hiver s'est arrêtée en octobre car la Russie utilisait toujours le calendrier julien. En 1917, ils ont adopté le calendrier grégorien l'année suivante. Donc la révolution d'octobre a eu lieu le 7 novembre. Fuseaux horaires, calendrier. La réalité. La Russie se dispute avec tous depuis, et il y a un épilogue à ce petit cafouillage. Les Russes célèbrent encore l'ancien nouvel an le 14 janvier. Ce n'est pas officiel, mais c'est bien réel. Les sapins restent décorés, les familles festoient et refusent de partir. Par ce froid, personne ne les mettra dehors. Numéro 15. L'Union soviétique n'existe peut-être plus, mais l'esprit de démesure est toujours bien vivant. En 2011, l'Union douanière eurasiatique a interdit les vêtements, avec moins de 6. Le coton paraît inoffensif jusqu'à ce qu'on comprenne ce que cela implique. Fin de la dentelle pour les sous-vêtements. Dès 2014, le tissu respirant est imposé par l'État, invoquant un risque pour la santé. Le Kremlin veut juste que votre peau respire. Très attentionné mais inquiétant. Des femmes ont été arrêtées pour avoir porté de mauvais sous-vêtements. Oui, arrêtées pour sous-vêtements. Cependant, la loi n'est pas strictement appliquée. Probablement parce que l'appliquer ferait de la Russie le plus grand du monde. Bûcher Victoria's Secret numéro 14, Pierre le Grand est parti incognito en Europe. Littéralement un faux nom, un mauvais accent, tout le reste. Il a étudié la médecine, la construction navale et la mode. Bien sûr, le plus gros problème de la Russie, c'était sa garde-robe. À son retour, il a décidé que les barbes devaient disparaître. La Russie ne pouvait pas avancer vers l'avenir. Alors que tout le monde ressemblait à des figurants du Seigneur des Anneaux, les nobles devaient se raser ou payer plusieurs centaines de roubles par an. Quelques dollars en monnaie d'aujourd'hui, une aubaine pour les hipsters du monde entier. Mais l'église orthodoxe détestait ça. Une division militaire s'est révoltée, affirmant défendre la foi chrétienne. Piotr a réagi. Il défendait de mauvaises habitudes de toilette, puis il les a écrasées. On peut parler de réaction excessive. Numéro 13. Voici la statue de la mère Patrick Kauls à Volgograd. Elle mesure 85 mètres de haut, pèse 8000 tonnes, et on dirait qu'elle est sur le point de punir quelqu'un pour avoir perdu une guerre. Même la statue de la liberté regarderait et dirait « D'accord, du calme ». À certains moments de l'année, le soleil s'aligne dans sa main, comme si elle tentait un high five. Dieu, l'autre main, brandit sans cesse une épée au cas où quelqu'un oublierait ce qui s'est passé ici. Les habitants la maintiennent en parfait état, parce que si une maman soviétique de 8000 tonnes s'effondre, elle emporte la moitié du quartier avec elle. La carène ultime 12. L'alphabet cyrillique russe a plus de drame qu'une famille royale au cinéma. Il porte le nom d'un théologien byzantin, Cyril. Son frère a aidé, mais l'histoire l'a mis dans la friendzone. Le but était d'empêcher le catholicisme latin à l'Est, et cela a réussi. L'église orthodoxe a apprécié, les moines écrivaient, dont le cyrillique est devenu russe. Puis Pierre le Grand est arrivé, le plus grand passionné de bricolage de l'histoire. Il ne l'a pas abandonné, il l'a juste remodelé, ajouté une touche latine, lui a donné ce style européen, mais avec une touche russe. 2 siècles plus tard, Lénine a fait un grand ménage. Il a réduit 35 lettres à 33
Si cela n'encourageait pas l'alphabétisation, cela disparaissait. Il a même saisi les anciennes polices. Pas personnellement. Il a délégué. Les dictateurs délèguent. Numéro 11. À la fin du premier millénaire, le prince Vladimir Ier de Kiev avait un problème. Trop de dieux, pas assez de relations publiques. C'était un païen heureux, avec plusieurs épouses. Il buvait sans cesse et n'éprouvait aucune culpabilité. Mais le monothéisme était à la mode, et Vladimir ne voulait pas être le dernier influenceur sans partenariat de marque. L'orthodoxie grecque l'a interpellé. Grande cérémonie, dôme brillant, esthétique de haut niveau. En plus, sa grand-mère, la princesse Olga, avait déjà rejoint. Alors Vladimir s'est converti, a épousé la sœur de l'empereur byzantin, a obtenu la religion et une mise à niveau de son empire. La Russie est orthodoxe depuis lors, donc la Russie construit des statues assez hautes pour taper dans la main. Dieu est assez dramatique pour renommer son alphabet 2 fois, et religieux. Grâce à un gars peu engagé et passionné par les dômes brillants. Et maintenant, c'est l'heure du top 10 numéro 10. Près d'un tiers des voitures à Moscou ont des caméras embarquées. Résultat ? Des séquences interminables de chaos, de météores, d'élan et de la physique qui prend un jour de congé. Tout cela filmé par caméra. Pourquoi autant de caméras embarquées ? En Russie, chaque trajet en voiture est un défi. Route verglacée. Conducteur ivre. Policier assimilant contrôle routier à distributeur. Assureur prêt à tout pour un rouble. Les conducteurs filment donc tout pour leur sécurité. L'épreuve et la gloire sur YouTube. Aucune nouvelle pour l'instant sur un éventuel journal des caméras embarquées russes sur Netflix. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Numéro 9. Est-ce que ça ressemble à une rave ? Eh bien, il n'y a pas de techno, pas de bâton lumineux, juste une mine de sel à l'extérieur d'Yekaterinbourg. Les motifs proviennent de la carnalite, preuve qu'une mère disparue a laissé sa trace ici. La mine est interdite au public. Si vous y entrez sans permis, vous serez exposé dans une boîte en verre, pas seulement sanctionné. À Moscou, à 1000 miles à l'ouest, le 8e souvenir le moins amusant du monde. À Moscou, un bâtiment massif et gris des années 1970 typiquement soviétique se distingue par son sommet. Un enchevêtrement de filles métalliques scintillant au soleil. Les gens les appellent les cerveaux. Probablement car les ouvriers du bâtiment se plaignaient souvent de maux de tête, alors les habitants ont agi comme à leur habitude. Ils pensaient que c'était un dispositif de contrôle mental pour transformer tous les habitants de Moscou en zombies. De nos jours, les cerveaux sont un restaurant. C'est chic, hors de prix, et d'une certaine façon, c'est toujours moins terrifiant que la théorie originale. Numéro 7. Le palais Yusupov à Saint-Pétersbourg a une pièce étrange, belle, historique, un peu maudite, où s'est tenu le dîner le plus fou de Russie. La Première Guerre mondiale tournait mal. Le tsar Nicolas II écoutait Raspoutine, un homme au charisme de comploteur bien avant l'invention du papier d'aluminium, si bien que le prince Yusupov l'a convié à partager gâteau et cyanure. Puis vinrent les balles, les coups de couteau, les coups de matraque. Ce type ne voulait pas mourir, alors ils l'ont plongé dans l'eau. La rivière gelée Malaya-Nevka fait paraître les dîners de Thanksgiving de ma famille, plutôt civilisés. Du mystique apparemment immortel de la Russie à son numéro 6 de la nostalgie immortelle. Poutine n'est pas le seul à être nostalgique du bon vieux temps soviétique. En 2019, Joseph Staline, décédé en 1953, a obtenu 70% d'approbation. Certains affirment que le gouvernement de Poutine glorifie le passé soviétique. La nostalgie est sans doute plus simple quand on retire la famine de l'image. Numéro 5. Les femmes en Russie vivent beaucoup plus longtemps que les hommes. Bien plus longtemps. 79 ans contre 68 ans en 2023, principalement parce qu'elles savent quand s'arrêter de boire. Les hommes russes boivent environ 18 litres d'alcool par an. Les femmes 6. L'homme russe frappe encore. Si vous leur demandez, ils diront que ça les fait vivre plus longtemps. Après toute cette vodka, la Russie propose une alternative plus saine. Numéro 4, le jus, l'autre boisson du pays. Directement de l'arbre, le Gatorade de la forêt. Les gens plantent littéralement des pailles dans les bouleaux et boivent. Chaque personne peut donner jusqu'à 5 pintes par jour. Le distributeur automatique de la nature, bon pour le cœur, bon pour les vaisseaux sanguins, et terrible pour les amoureux des arbres. Fait numéro 3, l'ours russe, un surnom. Une mascotte pour le parti politique de Poutine, et apparemment un choix de vie en Russie. Garder un ours comme animal de compagnie n'est pas illégal. Le gouvernement a essayé de l'interdire, mais qui va arrêter le gaz avec un ours ? D'accord,
Il est peu probable que tu entres dans un appartement à Moscou et que tu en vois un sur le canapé, mais c'est possible. Tu n'as pas besoin d'aller en Égypte pour voir une momie. L'Union soviétique que Lénine a construite a disparu depuis longtemps, mais l'homme lui-même est toujours là, dans une boîte en verre sur la place rouge, comme une figurine d'action communiste. Personne ne l'a demandé. Une équipe de scientifiques travaille toujours à le garder frais, et il n'est pas le seul. Ils font pareil pour Ho Chi Minh au Vietnam et les Kim en Corée du Nord. Un club international pour des gars qui n'ont pas pris repose en paix au sérieux. Et enfin, fait numéro 1. En Extrême-Orient russe, la route des ossements porte un nom marquant, lié à une histoire tragique. Construite par des prisonniers du goulag, elle compte plus de corps que d'asphalte. Puis une ville minière a vu le jour, Katikshan, charbon, engelures et désespoir, la sainte trinité de la vie sibérienne. En 1998, il ne restait plus que 500 habitants. Le gouvernement a alors tout stoppé, coupé l'électricité et obligé tout le monde à partir. Statue de ville fantôme débloquée, mais juste au bout de la route se trouve Tom Tor, l'un des gisements de terres rares, les plus riches de la planète. Poutine cherche à contrôler le marché des terres rares. Peut-être que Katikshan retrouvera ses lumières. Relancer une ville minière hantée semble être une excellente idée. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et activez les notifications pour voir plus de contenu similaire. Merci encore, ça change tout. À la prochaine sur Mapak.